Bonjour, c'est Cryptolyse. J'espère que vous allez bien en ce mardi 13 juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour justement analyser l'actualité dans lequel on va forcément revenir sur le combat de la SEC, mais vous allez voir, il y a quelques informations qui sont intéressantes, notamment sur la prise de position des Républicains concernant Gary Gensler. On le savait déjà, mais vous allez voir, il y a des trucs assez sympas. Et ensuite, on va attaquer la partie technique dans laquelle on a un mouvement qui est plutôt flat, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de comparer avec ce qui est en train de se passer sur SP500 et le Nasdaq. Je vous en avais parlé de cette notion de décorrélation très forte. Et là, c'est en train de se mettre en place. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et ça commence tout de suite. On commence avec une analyse de JP Morgan. Alors, j'aime pas forcément regarder les analyses de JP Morgan parce que généralement il y a toujours une volonté de manipulation derrière, mais justement, ayant connaissance de ça, c'est intéressant de comprendre que JP Morgan explique que les exchanges crypto vont devoir à un moment donné se conformer à la SEC et devoir rentrer sous forme de broker au sein de la SEC et ne plus proposer donc des tokens qui sont contrôlés en securities. Très intéressant justement cette analyse parce que ils vont encore plus loin, ils expliquent que certaines cryptos, comme notamment Ethereum, vont certainement bénéficier de ça. Et on va comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du procès de la SEC contre XRP, on a une volonté d'XRP pour déclassifier certains documents de l'ancien président de la SEC pour pouvoir statuer le fait que Ethereum et Bitcoin sont passés par des entités securities avant de devenir des commodities grâce à la notion de décentralisation, qui est en même temps le cœur de la loi qui est en train d'arriver au niveau des Républicains, qui est en train d'être travaillé et proposé, et qui sera proposé, qui n'a pas été proposé, mais qui sera proposé au Congrès au vote, c'est justement d'avoir cet accompagnement au niveau des actifs numériques dans lequel on est obligé de passer par une partie centralisée pour ensuite arriver dans une décentralisation, et que cette volonté d'aller dans la décentralisation permet d'avoir un statut qui est différent de la notion de securities. Cette notion d'écart entre les deux va encore plus loin parce que on a un positionnement très ferme qui a été effectué au niveau du Parti républicain et au niveau de certains députés républicains, pas la totalité, mais en tout cas une partie, et ont proposé en fait une loi pour pouvoir démettre de ses fonctions le président de la SEC, donc c'est-à-dire Gary Gensler. Alors là-dessus, on sait que ça avait déjà été proposé il y a quelques mois, on sait qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de le faire, mais c'est une pression qui a rajouté au niveau de la SEC et Gary Gensler. Là-dessus, je voudrais juste mitiger un petit peu, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient excessivement contentes que ça se passe de cette façon-là. La problématique, c'est qu'on ne sait pas qui remplacera Gary Gensler à l'heure actuelle. On ne sait pas quel type de personne, quel type de bord, soit crypto, soit anti-crypto, on ne le sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'au niveau du momentum qui est utilisé pour porter cette loi anti-Gary Gensler, enfin cette proposition anti-Gary Gensler, c'est que le président de la SEC est accusé, à travers ça, de ne pas offrir un cadre régulatoire, c'est-à-dire que son travail c'est d'offrir un cadre régulatoire, et qu'à l'heure actuelle, il prend des positions qui sont politique et n'offre pas de cadre régulatoire à travers des prises de position, à travers des discours qu'il a pu avoir, où on voit que il n'est pas forcément dans la partie régulation et réglementation. Alors, est-ce que c'est un biais politique ou pas? Je vous ai expliqué déjà, moi, de mon côté, que cette attaque arrive vraiment à un moment où on est dans une forme de décorrélation entre, justement, le marché américain, le Nasdaq et le BTC, et que le fait d'avoir cette attaque au niveau des différentes cryptos, renforce le fait qu'on va avoir encore plus de décorrélation. Alors c'est pas forcément positif, ça va être une décorrélation vers la hausse, et c'est ce qu'on va analyser dans la partie technique. Dans quelques instants, vous allez voir que c'est assez flagrant, et on va justement se positionner dessus, vous allez voir que la manipulation est assez simple à comprendre. Juste petit point macro, rapidement, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, 14h30, on a l'IPC Core, mercredi, 20h, on a le FOMC, donc ça veut dire beaucoup de volatilité qui vont arriver, et de toute façon, on voit un écrasement de la volatilité au niveau du BTC. Alors, la volatilité va arriver, oui, côté macro, mais est-ce que ça va arriver jusqu'au BTC? C'est un petit peu l'idée qu'on va défendre aujourd'hui, dans lequel on a un BTC qui est relativement flat, on va pas se cacher. Lundi, on a fait une bougie qui était totalement à plat quand on regarde en daily, on a eu quasiment pas de volatilité, on a une petite remontée suite à la cassure baissière que l'on a eu principalement samedi avec le dump qui a été fait justement. Bon, on est quand même
dans quelque chose qui est plutôt dans une zone de travail de support. On n'a pas cassé, on est toujours dans un momentum court terme baissier, oui, mais long terme, on rappelle que moyen terme, on est plutôt dans quelque chose qui est bullish, et long terme, on a fait déjà un break of structure qui nous indique que potentiellement on pourrait avoir un reversal de marché. On est quand même relativement loin, mais ça n'empêche qu'on est dans quelque chose qui est plutôt bullish, mais avec un écrasement de la liquidité, et un écrasement ici du volume qui est en train de se faire. On voit qu'on a toujours notre compression ici au niveau du momentum, qui est toujours présente, mais ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer avec ce qu'on voit au niveau du Nasdaq. Nasdaq, on voit qu'on pousse, hein. Hier, on a fait une grosse bougie, clairement, on se cache pas, ça va être porté par Apple qui nous a fait un des plus hauts, donc quelque chose qui est revenu avant, justement, la crise que l'on a pu connaître au niveau de 2021, donc on a rééclaté les plus hauts, et on voit que le Nasdaq se fait envoler par rapport à ça, mais il n'y a pas que ça, hein. Le SP500, pareil, SP500 a fait un break-off structure dessus, le break-off structure qu'on attendait depuis un certain temps. On a fait la rupture des 4350, quasiment, oui, on pas tardé. Donc niveau très important au niveau du SP500 et du Nasdaq, et pourtant le BTC, on est relativement flat. Pour rappel, quand on regardait un petit peu ce qui se passait au niveau du BTC, alors est-ce que j'ai encore le BTC qui est là? Parfait, on va justement caler le BTC dedans. On voit qu'on avait un BTC qui était plutôt cohérent par rapport au Nasdaq, si on met un petit peu de volatilité pour voir. Vous allez voir qu'on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent avec ce qu'on peut voir. Tac, on déplace bien. On voit qu'on épouse à peu près le cours, avec quelques excès ou non présents. Après, ça va dépendre à quel point on va jouer en fait sur la corrélation. Mais quand on regarde depuis avril, mi-avril, on voit qu'on a quelque chose qui est flat au niveau du BTC, voire descendant, alors qu'on a un Nasdaq qui pousse très très fort et voire très haut. C'est le cas aussi du SP500. Cette deux corrélations, elle est très importante à prendre en considération, parce que ça sous-entend que là, actuellement, on pourrait avoir une macroéconomie qui va chercher des éléments beaucoup plus hauts, et qui, justement, nous laisserait totalement sur le plan dans lequel on aurait un BTC qui continue soit à ranger, soit à s'enfoncer. Donc là-dessus, c'est important de prendre en considération ce qui est en train de se passer, ce que l'on voit. Et maintenant, on va réfléchir avec le timing de l'attaque de la SEC. Clairement, quand on regarde la position qui a été prise sur Robinhood, dans le fait d'arrêter et de dumper directement un certain nombre de cryptos, il n'y a pas à se poser trop de questions, c'est le fait de rendre les cryptos radioactifs de façon à ce que le transfert de capitaux qui aura à un moment donné, qui est en train de se faire actuellement, n'aille pas dans les crypto-monnaies, mais aille bien dans le marché action, et que derrière, les rendements se trouvent où? Dans le marché action, et que on ait justement ce décalage, cette décorrélation qui est en train de se faire pour l'accélération haussière. Très important de le noter, pour l'accélération haussière. Parce qu'à un moment donné, on va avoir un retracement, ce qui est obligatoire au niveau du Nasdaq et du SP500, et là-dessus, je peux vous assurer que la décorrélation au niveau des deux reviendra à ce moment-là, et que on décrochera à cause de ces actifs-là, principalement, et c'est un petit peu, moi, ce qui me titille avec le timing parfait dans lequel on a une très belle accélération au niveau du Nasdaq et du SP500, et qu'on rend radioactif les cryptos, et du coup, quand on aura ce retracement que l'on attend déjà depuis un certain temps, on risque d'avoir quelque chose qui s'enfonce, et surtout qu'on arrive dans un momentum où on a quand même deux grosses nouvelles qui vont arriver cette semaine, qui risquent d'être, on va pas se le cacher, certainement plutôt positives, dans lequel on risque d'avoir soit un Nasdaq qui pousse, et donc à ce moment-là, on va faire les deux. Alors ça, c'est ma schématique qui considère que potentiellement l'inflation va être positive, mais que on va se remanger 25%, enfin 0,25 de taux au niveau de la Fed, mais bon, somme toute, on va considérer les deux choses. C'est que, qu'est-ce qui se passe si on a un Nasdaq qui s'envole? Actuellement, le BTC restera dans une forme de ranging, d'accord? Dans une forme de neutralité, où on va rester quelque chose comme ça. Ok, ce qui est en même temps cohérent par rapport à ce qu'on voit au niveau du support. Qu'est-ce qui se passera si jamais on a un Nasdaq qui s'enfonce parce que les nouvelles sont mauvaises? Clairement, on va se retrouver avec un BTC qui va s'enfoncer avec un retour de la corrélation avec le Nasdaq, parce que forcément, et le SP500, parce que forcément, là-dessus, les mauvaises nouvelles joueront dans le sens. Et ça, c'est pas forcément positif. Quand on regarde rapidement en une heure, on voit quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a une forme de travail qui est en train d'être effectuée, dans lequel on crée ici une zone de résistance avec de la liquidité. On voit qu'on n'arrive pas à casser ici des différents tops, hein. On a eu des petites prises de liquidité, mais qui sont somme toute une qui est relativement faible, hein, sur dimanche soir. Et on voit que là, on a quelque chose qui est même plutôt faible, où on a très peu de mouvements dans lesquels on n'arrive pas à casser les liquidités supérieures, on n'arrive pas à aller chercher les gaps qui sont au-dessus, dans lequel on a ici un petit order block qui serait parfait à aller chercher pour une continuité baissière. Hop, tac.
dans lequel, ici, on pourrait juste faire une petite mèche pour faire une continuité baissière. Alors si on regarde, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. On irait chercher ici. Et ensuite, on va casser, récupérer toutes les liquidités qui se trouvent dans la zone qu'on a mis en place ici, pour aller chercher justement plus bas, chercher la liquidité qui se trouve là, et aller retester les 25 200, voire même la trendline que l'on a déjà depuis, hop, ici, un certain temps, aller chercher un peu plus bas, justement les 24 000 en tête au niveau de cette continuité baissière. Donc ça, c'est une des schématiques que l'on a. Là-dessus, il y en a deux autres. La première, c'est qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, aller chercher d'autres liquidités qui ont été en attente, parce que là, on a de la liquidité short qui est en attente, donc on pourrait aller faire un retest beaucoup plus agressif et aller chercher ces liquidités-là pour ensuite faire une distrib et casser baissier. Et on a une dernière qui pourrait être beaucoup plus agressive, qui pourrait aller chercher justement les 27 600, pour aller chercher toutes les liquidités de ces zones-là, qui est en attente, et on a beaucoup au niveau de cette zone, dans lequel on a aussi la partie retest qui correspondrait pile poil au retest ici, donc 27 600, dans lequel on pourra avoir un très beau retest de cette zone-là et de cette accélération haussière, avant de pouvoir faire une cassure baissière. De mon côté, j'ai tendance à vous dire que, vu l'état général de la situation, on sera dans une continuité baissière. Alors là-dessus, ce sera peut-être mitigé ou non. Ça veut dire mitigé, c'est quelque chose qui ressemblera, parce que là on voit surtout quelque chose qui est descendant parce qu'on a un canal. Mais si je retire tout, on a peut-être quelque chose qui est plus représentatif ici, d'une zone de neutralité, de ranging, depuis du coup le 12 mai, dans lequel on pourra avoir une continuité de zone de ranging, avec un Nasdaq qui pousse, et un BTC qui est léthargique, derrière, en attendant, donc arriver dans la période d'été dans laquelle on va avoir un écrasement aussi de la volatilité, classiquement qu'on peut retrouver sur la macro en termes de normes, et justement après repartir dans quelque chose qui sera un petit peu plus dynamique. Au niveau de l'open interest, on a quelque chose qui se stabilise, on se retrouve directement au niveau des 100, au niveau de l'order flow, on a quelque chose qui se consolide, donc on a bien ici une petite descente qu'on est en train de structurer au niveau des positions long short, du coup on est plus dans une forme de hedging qui est en train de se mettre en place sur une possibilité de short. Et d'ailleurs en parlant de hedging, juste petit point rapidement pour vous montrer l'open interest by strike au niveau des options, on voit quand même quelque chose pour, ici on est sur le 30 juin, donc fin du mois, on voit qu'on a eu une augmentation drastique au niveau des calls, donc ça veut dire qu'on a une forme de hedging avec une potentielle accélération du cours, donc ça sous-entend aussi, pour rappel que les options sont utilisées généralement pour faire du hedging par rapport aux positions globales, quand on a de la construction de short, pour une continuité baissière, et que l'on se hedge ici avec des calls sur quasiment 2,2 milliards. Donc on est quasiment à 3,5 milliards, je pense, on terminera à 3,5 milliards quand on se rapprochera du 30 juin, pour justement une couverture, et la couverture est majoritairement sur du long, donc sur l'accélération haussière du BTC, donc ça sous-entend que les positions sont actuellement en short, ce qui est correct par rapport à ce qu'on est en train de voir aussi sur la mise en place d'une diminution des longues sur les top traders, qui sous-entend ici la mise en place d'une seconde accélération baissière, qui sera en même temps cohérent avec un petit peu les patterns que l'on retrouve, c'est-à-dire que on a une accélération baissière, une consolidation avec potentiellement une recherche de liquidité, et ensuite une cassure baissière. Au niveau de la dominance, on est toujours très haut, on flirte avec les 50%, qui est très impressionnant. Total market cap, on est dans une forme de consolidation, on voit qu'on n'a absolument pas bougé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment ici dans l'attente, on est vraiment dans la consolidation, dans la neutralité essentielle pour l'évolution. Et on voit que Ethereum BTC, qui est la représentation entre la force d'Ethereum sur BTC, donc ça veut dire que si ça diminue, c'est-à-dire que BTC surperforme Ethereum, et que si ça monte, c'est que Ethereum surperforme BTC. Très intéressant de voir qu'on a fait une très belle rupture de la zone de résistance que l'on avait, on est allé retester les 0,5, et surtout on est allé retester ici le top qui a été fait précédent, sans prendre la liquidité, et sans, ici, structurer au-dessus. Donc on a bien fait un test, plus la mise en place d'une liquidité qu'on ira chercher certainement assez rapidement, et ensuite on est allé casser, retester ici cette zone de résistance. Là-dessus ça va être très important de voir, est-ce qu'on break pour aller chercher la liquidité en bas, et aller chercher justement cet order block que l'on attend déjà depuis un certain temps, donc ça veut dire une sous-performance d'Ethereum ou une surperformance de BTC, comme vous voulez, le temps justement que cette notion de réglementation se règle, parce que plus il y a du flux, plus les personnes vont se diriger vers le plus gros acteur étant le BTC. C'est pour ça que je remets un petit peu en cause l'analyse de JP Morgan, dans lequel on a un Ethereum qui justement se valoriserait par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire.
Ethereum est encore entre les deux, même s'il y a de grandes chances que ce soit considéré comme une commodities et non pas comme une securities, il y a toujours ce doute présent, et là on le voit, c'est pas quelque chose qui s'envole avec le BTC, c'est quelque chose qui s'enfonce moins que les autres altcoins, mais qui reste quand même en sous-performance par rapport au BTC, il faut bien le prendre en considération, surtout qu'on a une volatilité ici qui est toujours au plus bas, avec ici potentiellement une semaine qui pourrait rester relativement flat, donc c'est-à-dire une continuité de la baisse de la volatilité cette fin de semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et n'oubliez pas de regarder la vidéo update que j'ai fait sur CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos, dans lequel je passe le fondamental et le technique, et je vous la mets là si elle vous intéresse, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à tout à l'heure.